Bienvenue au musée départemental de Flandre à Cassel. Je suis Cécile Lafont, directrice du musée et co-commissaire de l'exposition Bruegel et Van Balen, artistes et complices, que vous pourrez découvrir jusqu'au 28 septembre. Alors cette exposition, elle commémore d'une part le 400e anniversaire de la mort de Jan Bruegel l'Ancien, qui s'est éteint en 1625. Et au travers de cette commémoration, nous avons souhaité mettre en lumière son plus grand collaborateur, qui est Hendrik Van Balen. Et cette exposition, je l'ai réalisée en partenariat avec Yaël San-Salazar, qui est co-commissaire. Jan Bruegel l'Ancien, c'est un artiste qui appartient à l'une des familles les plus importantes dans la peinture flamande, les Bruegel. Il est le dernier fils du célèbre Peter Bruegel l'Ancien, qui est sans doute l'artiste le plus réputé. Peter Bruegel l'Ancien qui va mourir 1 an après la naissance de Jan Bruegel l'Ancien. Ils vont donc pas se connaître. Et Jan Bruegel l'Ancien, il aurait pu être un simple imitateur de son père, Peter Bruegel l'Ancien, qui a connu un succès énorme dès le début de sa carrière, et pour autant il va trouver sa propre voie très rapidement en se penchant plutôt sur le paysage et la nature morte. Et lorsque je parle de nature morte, je veux dire les bouquets de fleurs, les fruits, les légumes ou encore la représentation des animaux. Hendrik Van Balen, c'est un artiste qui est beaucoup moins célèbre que Jan Bruegel l'Ancien, tout simplement parce que lui n'a pas la chance de faire partie d'une famille d'artistes. Ses parents étaient marchands et donc il doit atteindre le sommet de son art un peu tout seul. Hendrik Van Balen, c'est un grand représentant, vous allez voir, de la peinture religieuse ou de la peinture d'histoire plus généralement. Il va se spécialiser dans la représentation des figures de grande ou de petite taille et il va devenir véritablement un maître de la représentation de ces personnages. Il apprécie notamment de représenter l'anatomie féminine, par exemple. Très rapidement, Jan Bruegel l'Ancien et Hendrik Van Balen vont commencer à travailler ensemble des années 1600 jusqu'à la mort de Bruegel en 1625. Donc vous pouvez constater que c'est vraiment une collaboration suivie sur plusieurs décennies et qui va s'arrêter finalement qu'avec la mort de Jan Bruegel l'Ancien. À Anvers, au XVIIe siècle, le principe de collaboration était véritablement une règle acceptée, et au-delà même d'être acceptée, les tableaux faits à plusieurs mains étaient non seulement recherchés mais même plébiscités et pouvaient parfois valoir plus cher que les tableaux faits à une seule main. Les œuvres de Hendrik Van Balen et de Jan Bruegel l'Ancien, réalisées conjointement, ne sont pas forcément signées. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça démontre que finalement, l'enjeu n'était pas à la reconnaissance du talent individuel. Lorsque l'on est face à ces œuvres, l'idée est surtout de réaliser l'œuvre la plus harmonieuse possible. Et donc, très rarement, l'un ou l'autre ne signe. Cette exposition, ça a été déjà le fruit d'un travail de plusieurs années, 3 ans de recherche qui ont été menées par Yaël San-Salazar et par moi-même sur les figures d'Hendrik Van Balen et de Jan Bruegel l'Ancien. Et l'exposition a été l'occasion de réunir des tableaux qui ont pu être dispersés au fil des années, au fil des siècles même. Je pense notamment à 4 huiles sur cuivre qui sont aujourd'hui dans 4 collections, j'allais dire européennes, mais c'est même mondial puisqu'il y en a une qui est à New York, 2 autres qui sont en Angleterre dans 2 collections différentes et le 4e qui est à Zurich. Donc réunir pour la première fois depuis très longtemps ces 4 huiles sur cuivre, c'est une autre chose inédite qui a été permise par l'exposition. Donc Jan Bruegel l'Ancien va partir en Italie dès les années 1588-1589 et il va y rester presque 10 ans puisqu'il ne sera de retour à Anvers qu'en 1596. Donc il y restera longtemps, il va travailler dans plusieurs villes différentes, à Rome principalement, mais pas seulement. Il va aussi s'établir quelque temps à Florence, à Milan notamment, et il va travailler à Rome pour 4 grands cardinaux, dont le principal est Federico Borromeo. Donc Federico Borromeo, c'est le fameux inventeur de la Pinacoteca Ambrosiana. C'était un très grand collectionneur d'art. À la fin de sa vie, on a identifié pas moins de 27 tableaux de Jan Bruegel l'Ancien dans sa collection. Et parmi ces 27 tableaux, 21 paysages. Les 4 tableaux qui sont derrière moi n'ont pas été réalisés pour Federico Borromeo, mais pour un autre cardinal qui s'appelle Benedetto Giustiniani. Benedetto Giustiniani était lui aussi un grand mécène et il a commandé à Bruegel en 1601
4 tableaux, chacun formant des pendants, c'est-à-dire le premier, le déluge qui marchait de pair avec le jugement dernier. Pourquoi? Parce que le déluge est une préfiguration du jugement dernier. Et donc ces 2 tableaux ont été réalisés pour être vus ensemble. Aujourd'hui, le déluge est à Zurich. C'est un tableau qui est vraiment intéressant parce que c'est le seul dans le corpus de Jan Bruegel l'Ancien qui représente cet épisode biblique. Et l'on voit qu'il a un petit goût pour le drame quand même, Jan Bruegel, lorsqu'il représente ces personnages qui tentent de sauver leur vie à tout prix face à la montée des eaux, avec l'arche de Noé qui apparaît au centre de la composition. Donc le déluge qui fonctionne avec le jugement dernier, le déluge qui est aujourd'hui à Zurich, le jugement dernier qui est aujourd'hui dans une collection privée britannique. Le jugement dernier, c'est un tableau intéressant parce qu'il montre aussi les influences italiennes, mais pas tout à fait. Je vous explique. En Italie, Jan Bruegel l'Ancien, il va travailler avec d'autres artistes flamands. Ils se réunissent en corporation qu'on appelle les Fiamminghi, les flamands en italien. Et dans cette corporation, on retrouve Paul Bril, par exemple, Paul et Mathis Bril, 2 très grands artistes venus du Nord, mais aussi plus généralement justement d'autres artistes venus du Nord et pas seulement de Flandre. Et je pense notamment à Hans Rothenhammer, qui est un peintre allemand avec qui Bruegel va beaucoup travailler en Italie. Et ce jugement dernier, c'est justement une réplique d'un autre jugement dernier qui a été fait par Rothenhammer. Mais là, on a une sorte d'assimilation du sujet par Jan Bruegel, puisque Rothenhammer réalise un jugement dernier de format vertical. On a une copie presque littérale, sauf que Jan Bruegel l'Ancien, lui, en réalise une version horizontale, mais on retrouve la Sainte Trinité avec la Vierge à l'enfant en haut au centre, la figure de l'ange en train de sauver une âme est véritablement tout à fait répétée de Hans Rothenhammer, tout comme celle du démon qui est en train d'embrocher une âme damnée de l'autre côté. Donc on sent une influence de ces 2 artistes très forte qui s'est fait à Rome ou en Italie. Le couronnement de la Vierge a longtemps été indiqué dans les inventaires de Benedetto Giustiniani comme étant un paradis. Et finalement, ce n'est pas étonnant puisque nous sommes après la mort de la Vierge. Elle monte aux cieux et elle est couronnée reine du ciel par la Sainte Trinité. Encore ici, on reconnaît le Christ, Dieu le Père et l'Esprit Saint, entouré justement de tous les saints. Et ce tableau a longtemps été appelé le paradis puisqu'il fait pendant à l'enfer. Et ici encore, on a une grande influence de la Renaissance italienne puisque le modèle de ce petit cuivre est à retrouver dans une œuvre majeure de la Renaissance italienne qui est l'œuvre du Tintoret au Palais des Doges de Venise sur un plafond de la salle du Grand Conseil. Le paradis qui fait écho à l'enfer. Alors ce cuivre, il est tout autant intéressant que les 3 autres, mais on va en parler un peu plus longuement parce que de son vivant, Jan Bruegel l'Ancien, il n'était pas surnommé Jan Bruegel de velours comme on peut aujourd'hui le connaître, mais il était plutôt surnommé Jan Bruegel d'enfer. Et c'est une erreur des historiens qui se sont mélangés un petit peu les pinceaux entre tous les Bruegel et qui ont attribué le mauvais surnom au mauvais fils. Aujourd'hui, celui qui porte le surnom d'enfer, c'est Peter II, le frère de Jan Bruegel. Sauf que si vous regardez un petit peu le corpus de Peter II Bruegel, Peter le jeune si vous préférez, il n'y a aucune scène infernale. Donc c'est bien une erreur d'historien de l'art à une époque donnée. Donc de son vivant, Jan Bruegel l'Ancien était surnommé d'enfer tout simplement parce qu'il s'était fait une spécialité de la représentation de ces scènes infernales. Très souvent, ces scènes infernales, elles sont le théâtre d'une scène mythologique ou religieuse, comme c'est le cas par exemple ici avec Énée et la Sibylle de Cumes, où vous avez Énée qui part à la recherche de son père Anchise dans le monde souterrain et qui est guidé par la Sibylle de Cumes. Donc souvent on a un prétexte mythologique comme c'est le cas ici. Pour ce tableau, aucun prétexte mythologique ou religieux, nous sommes bien face à une scène qui représente uniquement l'enfer. Et lorsqu'on s'y approche, on voit d'ailleurs qu'on a le maître des enfers qui est représenté à droite, mais alors est-ce Hadès ou est-ce Satan? Ça, on n'en a encore aucune idée, parce que Jan Bruegel mélange les sources et se plaît finalement à représenter surtout des créatures monstrueuses, un peu hybrides. Et finalement, il ne vole pas son surnom de Jan Bruegel d'enfer. Et pour aller plus loin, de son vivant, on l'appelait également
le second Peter Bruegel l'Ancien, parce que son père a aussi représenté des scènes infernales, et on l'appelait également le troisième Jérôme Bosch. Le premier étant l'original, Jérôme Bosch, le deuxième étant son père, Peter Bruegel l'Ancien, le père de Jan Bruegel l'Ancien, et le troisième, porteur de la tradition de la représentation de ces monstres hybrides, c'est bien Jan Bruegel l'Ancien. Donc là, si on s'approche, on voit d'ailleurs qu'il a sans doute un malin plaisir à représenter ces personnages damnés, embrochés, là encore une fois, par des démons, avec des personnages aussi mi-monstres, mi-animal, et qu'au travers ce marasme de personnages, il arrive quand même à mettre en place une perspective atmosphérique qui est absolument remarquable. Alors là, je vais rebondir justement sur son surnom. On l'a longtemps appelé Jan Bruegel d'Enfer. Aujourd'hui, il est plus connu comme le peintre qui s'appelle Jan Bruegel de Velours. Et alors pourquoi justement ce surnom de velours? C'est justement pour l'utilisation de ce support de cuivre. Donc là, vous venez de voir 4 huiles sur cuivre qui permet aux couleurs une luminosité absolument remarquable et qui permet aussi une surface extrêmement lisse. Donc ça va permettre de faire des glacis notamment et d'apporter une couleur et une lumière absolument incroyable. Et je trouve que l'Enfer le montre bien, puisque malgré l'emploi surtout de couleurs très sombres forcément, Jan Bruegel arrive quand même à mettre en place une perspective atmosphérique absolument remarquable. À son retour d'Italie, Jan Bruegel l'Ancien va réaliser beaucoup de ce qu'on appelle des tondi, ces petits formats sur bois ou sur cuivre dont il va faire sa spécialité. Vous en avez ici plusieurs exemples. Souvent, ces tondis sont réalisés par paire ou par ensemble et sont le prétexte de représenter par exemple une allégorie des 12 mois de l'année ou encore l'allégorie des saisons. Alors ici, c'est pas le cas, mais par contre, vous voyez qu'on a toujours une sorte de prétexte religieux pour représenter justement la nature. Donc ici vous avez par exemple le Christ qui est en train d'être tenté par le diable. La scène se déroule, alors si on en croit la Bible, elle se déroule après les 40 jours de jeûne dans le désert du Christ. Chez Jan Bruegel, le désert est remplacé par une nature beaucoup plus luxuriante et beaucoup plus humide. Nous sommes bien dans les Flandres, c'est une forêt totalement flamande qui le représente et non pas le désert. En fait, nous sommes face à la première des tentations. Le diable est en train de donner une pierre au Christ et lui propose de la transformer en pain. S'il est le Fils de Dieu, il va bien y arriver. Ce sera la première des tentations et cette première tentation va beaucoup intéresser Jan Bruegel puisque dans cette petite salle, par 3 fois, il réutilise ce sujet avec ce très beau tableau du Kunsthistorische Museum de Vienne où vous voyez la même scène, alors sur un format totalement différent. Nous ne sommes plus sur un tondo mais sur un format vertical, où là encore, la scène principale du Christ et du diable est reléguée vraiment à l'extrême gauche pour laisser place à une nature luxuriante qui est encore là très humide et qui est vraiment totalement flamande. Mais on se rend bien compte que quand je parlais de prétexte religieux, il est là, finalement. L'intérêt pour Jan Bruegel, c'est pas de représenter la tentation du Christ, c'est surtout de représenter la nature. Et il met un talent fou dans la représentation de cette nature puisque chaque feuille est absolument représentée avec le moindre détail. On arrive à identifier chaque essence d'arbres, de plantes, de fleurs qu'il a pu réaliser. Donc encore la première des tentations du Christ ici représentée. Et le dessin de la Fondation Custodia montre ce même épisode de la tentation du Christ. Alors c'est un dessin qui est assez extraordinaire dans le corpus de Jan Bruegel l'Ancien, puisque Jan Bruegel l'Ancien a réalisé beaucoup de dessins, beaucoup de croquis, notamment qu'il réalisait sans doute directement d'après nature. Et ces croquis, on en a conservé plus d'une centaine, mais très rarement, ces dessins représentent des personnages identifiés, comme c'est le cas ici. Ici, nous avons bien le Christ et le diable qui est en train de lui transmettre une pierre, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Là encore, la nature est représentée avec énormément de détails. Là, nous ne sommes pas sur une esquisse rapidement croquée, pas du tout. On est sur un dessin qui est extrêmement travaillé, où chaque détail est absolument représenté avec la plus grande précision.
Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Jan Bruegel l'Ancien, il a l'habitude de beaucoup croquer des scènes de la vie quotidienne sur des feuilles de papier. C'est le cas ici, avec une feuille absolument remarquable qui est datée du tout début de carrière de Jan Bruegel l'Ancien. On est vers 1585. Vous voyez que sur un tout petit format, il a mis en place plusieurs scénettes avec des vendeuses de poissons, mais aussi des enfants, tout un tas de figures qu'il représente dans des activités de la vie quotidienne. Et ce dessin, il va l'utiliser comme source d'inspiration tout au long de sa carrière. Et justement, la représentation des scènes de marché aux poissons, c'est l'une des thématiques de prédilection de Jan Bruegel l'Ancien. Et ce tableau, il est remarquable parce que finalement, il condense à lui seul tous les talents de Jan Bruegel l'Ancien. D'une part, la touche miniaturiste. Ce qui est remarquable, c'est que Jan Bruegel l'Ancien, ici, dans un schéma très finalement mathématique, vous avez une double diagonale qui coupe le tableau en son centre. Et de part et d'autre de ces diagonales, il installe des scénettes de la vie de tous les jours. Donc que ce soit des bourgeois qui parlementent, des paysans en train de vendre du poisson ou encore ces pêcheurs qui sont en train de décharger leurs bateaux. On a aussi des scènes plus pittoresques comme par exemple ce chien qui est en train de chipper le poisson qu'il trouve qui est resté au sol. Au travers toutes ces représentations de la vie quotidienne, il installe aussi un décor. Donc nous sommes sans doute sur les rives de l'Escaut puisqu'on reconnaît le moulin à l'arrière-plan ou encore ces façades à pas de moineaux qui sont typiquement flamandes. En revanche, je ne suis pas sûre que la lumière, elle, soit vraiment une lumière du Nord. On est plutôt sur une lumière méditerranéenne dont il s'est inspiré en Italie et à Rome en particulier. Et puis ensuite, donc la touche miniaturiste évidemment, mais aussi un parfait coloriste, incroyable, implacable coloriste qui arrive à il maîtrise à la perfection la perspective atmosphérique, c'est-à-dire que grâce à l'utilisation d'une alternance de couleurs plus foncées vers le plus clair, vers le pratiquement blanc, à l'arrière-plan, il arrive à guider le regard pour créer une profondeur à ces tableaux qui est absolument remarquable. Et pour terminer, on peut aussi dire que lorsqu'on s'approche, on se rend compte aussi à quel point il est précis. Il a une représentation pratiquement scientifique de chaque détail, de chaque feuille, de chaque arbre qui est aussi remarquable. Donc Hendrik van Balen est un artiste qui, comme je l'ai dit, ne naît pas dans une famille d'artistes. Contrairement à Jan Bruegel l'Ancien, ses parents étaient marchands. Mais il va très vite apprendre l'art de la peinture auprès d'un artiste qui s'appelle Adam van Noort. Et comme Bruegel, il va faire le voyage en Italie pendant plusieurs années, probablement en même temps que Jan Bruegel, et probablement qu'ils se sont rencontrés à Rome parmi le groupe des Fiamminghi. Surtout qu'à son retour d'Italie, donc à son retour à Anvers, Hendrik van Balen devient même doyen de la Guilde des Romanistes. Alors la Guilde des Romanistes, c'était un cercle très privé de 25 peintres qui avaient forcément fait le voyage en Italie pour faire partie justement de cette guilde qui était finalement concomitante à la Guilde de Saint-Luc, qui elle était beaucoup plus large. Beaucoup d'artistes faisaient partie de la Guilde de Saint-Luc, mais beaucoup moins étaient membres de la Guilde des Romanistes. Donc Hendrik van Balen va se spécialiser d'une part dans les grands formats qui sont commandés pour l'Église, et notamment c'est le cas de ce baptême du Christ. Alors ça, c'est un tableau qui est absolument inédit puisqu'il n'a pas été montré depuis au moins les années 50. Je m'explique. C'est un tableau qui appartient au musée M de Louvain. Et lorsque je suis allée le voir en janvier 2024, vous savez, j'ai fait des allers-voir avec Yael Saint-Salazar pour justement, quand c'était possible, en Belgique et dans le nord de la France, voir quel tableau pouvait être empruntable facilement ou si certains avaient besoin de restauration. Le baptême du Christ avait besoin de plus que d'une restauration puisqu'il était entièrement recouvert de cire sur toute sa surface, d'une épaisse couche de cire qui avait été placée là justement dans les années 50 pour éviter que la couche picturale ne tombe. Donc c'était un procédé à l'époque qui est un peu discutable aujourd'hui, qui est beaucoup plus discutable aujourd'hui, mais qui permettait à la
de maintenir la couche picturale sur le support. Et donc le Muséum de Louvain nous a proposé, et ça c'est absolument remarquable, je l'indique ici, de prendre en charge complètement la restauration de ce tableau et de nous laisser la primeur de le montrer pour la première fois, donc après cette grande restauration qui a duré plusieurs mois, puisqu'il a fallu dégager toute la cire de la couche picturale. Et là, on a pu retrouver l'éclat des couleurs et on peut se rendre compte aussi à quel point Hendrik van Balen est lui aussi inspiré par la Renaissance italienne. Je pense notamment à cette musculature de Saint Jean-Baptiste ou du Christ qui fait bien penser à Michel-Ange dans la chapelle Sixtine et à ces personnages monumentaux, bien campés sur leurs pieds. Donc vous avez reconnu bien sûr le sujet, nous sommes sur les rives du Jourdain. Saint Jean-Baptiste, qui n'a pas reconnu le Christ au premier regard, décide de lui donner le baptême, et lorsqu'il fait couler l'eau du Jourdain sur la tête du Christ, là l'Esprit Saint, représenté sous la forme de cette colombe, apparaît, et c'est comme ça que Saint Jean-Baptiste reconnaît le Christ. Alors là aussi, je vous ai parlé des coloris, je vous parle de la monumentalité des figures, et je vous parlais aussi de la posture du Christ tout en humilité, avec ses deux mains croisées sur sa poitrine, qui font tout à fait penser à Véronèse ou encore à Salviati, donc deux grands maîtres de la peinture italienne. Si on avait besoin d'avoir une preuve du voyage en Italie pour Hendrik van Balen, je pense que ce tableau nous le prouve remarquablement. Alors Hendrik van Balen est autant à l'aise dans les grands formats que dans les petits formats. C'est le cas ici de cette Suzanne et les vieillards. Et là encore, je pense que si je ne vous donne pas le titre, vous aurez peut-être du mal à identifier l'épisode, puisque on se souvient que Suzanne est cette belle et jeune épouse d'un riche marchand de Babylone, donc dans l'Ancien Testament, Babylone qui est représentée d'ailleurs à l'arrière-plan. Et elle est dans un jardin en train de se baigner quand elle est importunée par deux vieillards qui lui font des avances. Et elle va refuser ces avances, Suzanne, et elle va ensuite être accusée par ces deux vieillards d'adultère avec un jeune homme, et elle va être condamnée à mort. Et c'est le prophète Daniel qui finalement va la sauver en rétablissant la vérité, et ce seront au final les deux vieillards qui finiront lapidés. Dans l'iconographie chrétienne de cette époque, Suzanne et les vieillards peut être vue comme une préfiguration du martyr du Christ qui lui aussi a été condamné à tort. Mais en tout cas, là je rebondis sur ce que je vous disais en préambule, chez Hendrik van Balen, pas de drame, tout est très calme et très élégant. Et on se rend bien compte qu'Hendrik van Balen, qui travaille en même temps qu'un très grand artiste représentant du baroque, qui est Pierre-Paul Rubens, et finalement, Hendrik van Balen va prendre le contre-pied de ce que fait Rubens, c'est-à-dire que pas de drame, pas de théâtre, pas d'éclairage trop artificiel. Ce qui plaît à van Balen, c'est avant tout l'élégance des corps, le raffinement des postures aussi. Vous voyez le corps de Suzanne qui est d'une délicatesse folle, avec ces couleurs de porcelaine aussi pour la représentation des chairs féminines. Avec ce tableau, l'enlèvement de Proserpine, qui nous vient de Brighton, nous avons eu la chance de pouvoir le réunir avec le dessin préparatoire qui nous vient du musée du Louvre. Donc ça, c'est toujours très intéressant de pouvoir réunir les deux, parce que ça nous permet de comprendre comment l'artiste travaille. Donc ici, nous sommes sur une œuvre de collaboration. Hendrik van Balen va travailler avec Jan Bruegel l'Ancien, mais d'une manière, vous allez voir, assez étonnante, puisque le dessin est réalisé entièrement par Hendrik van Balen. Et d'ailleurs, on voit assez bien qu'il va placer absolument tous ces motifs de manière très précise.
et qu'il va assez peu varier entre le dessin et la peinture. Toutefois, il y a quand même des petites choses qui changent. Et puis, il y a aussi l'ajout de certains détails lorsqu'il passe à la peinture, comme par exemple le char de Pluton, ainsi que ce couteau qui porte un carquois et des flèches. Et donc, la collaboration avec Jan Bruegel, comment elle se fait? C'est quand même assez marrant parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils vivaient dans la même rue. Hendrik van Balen et Jan Bruegel l'Ancien, à Anvers, vivaient dans la même rue. Donc, il faut s'imaginer que très probablement, ils se côtoyaient presque tous les jours. Ils étaient parents de leurs enfants, ils travaillaient ensemble au sein de la guilde des romanistes et de la guilde de Saint-Luc, et que très probablement, vu en plus la taille assez restreinte des tableaux, ils se déplaçaient d'un atelier à l'autre, soit avec le tableau sous le bras, soit c'était les hommes qui se déplaçaient. Et là, clairement, on a vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que Hendrik van Balen va tout réaliser, les personnages, même le paysage. Par contre, juste là, et sans doute la fleur aussi sur le chapeau de la nymphe. Là, on a Jan Bruegel qui va ajouter sa petite touche. On reconnaît très bien son style. Et d'ailleurs, il va déplacer entre le dessin qui plaçait la corbeille au centre. Ici, elle est déplacée à l'extrême gauche. Et il ajoute ce détail-là. Donc, c'est assez rigolo. Donc la collaboration entre Jan Bruegel l'Ancien et Hendrik van Balen va se réaliser sur près de 25 ans, de 1600 environ jusqu'en 1625, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Jan Bruegel l'Ancien. Et donc la collaboration, elle va se faire très naturellement avec Jan Bruegel l'Ancien qui va réaliser le paysage et la nature morte et Hendrik van Balen qui va représenter plutôt les personnages. Donc les deux artistes vont avoir des sujets de prédilection et parmi leurs sujets de prédilection, ce sera incontestablement les allégories, des saisons, des éléments ou encore des cinq sens qui vont véritablement avoir un grand succès. Pour vous dire, j'ai identifié sur les allégories de la terre et de l'eau pas moins de 6 versions différentes pour chacune de ces deux allégories. Donc 12 tableaux en tout qui sont aujourd'hui connus, mais il y en avait sans doute beaucoup plus qui circulaient à l'époque. Donc grand succès pour ces allégories féminines. Et sous l'influence de Jan Bruegel l'Ancien, on a une évolution du sujet justement dans ces allégories féminines. Au siècle précédent, avec Martin de Vos notamment, les allégories chargées de représenter les saisons, les éléments ou encore les cinq sens occupaient souvent pratiquement la totalité de la surface de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on avait une grosse figure féminine qui était couverte d'attributs et ces attributs étaient chargés de représenter l'idée ou l'élément en question. Sous l'influence de Jan Bruegel l'Ancien, on a une évolution du sujet avec une réduction de la taille de cette figure faite par Hendrik van Balen et la mise en place par Bruegel d'un véritable paysage allégorique. Et c'est véritablement le paysage et la nature morte notamment au premier plan qui va se charger de transmettre le sujet. Donc parmi leurs sujets de prédilection, on retrouve également les scènes mythologiques. Et parmi ces scènes mythologiques, on a le banquet des dieux qui va véritablement beaucoup les intéresser. Ce banquet des dieux, là en particulier, est un tableau extraordinaire. C'est sans doute l'un des plus beaux témoignages de leur collaboration commune. Je défie quiconque d'arriver à trouver les deux mains dans ce tableau qui est absolument harmonieux à beaucoup d'égards. Et alors pendant très longtemps, il a été considéré comme un simple banquet des dieux, sans doute des noces, mais les noces de qui? Et c'est finalement assez récemment, enfin récemment, dans les années quand même 60, qu'on a identifié précisément le sujet grâce à un personnage. Alors, je vais vous décrypter un petit peu les différents personnages qu'on arrive très facilement à identifier. Donc, nous sommes dans une clairière, une table a été nappée de blanc et on reconnaît bien sûr Bacchus, le dieu du vin et de la fête qui forcément est là. On reconnaît Amphitrite, une nymphe marine, Cérès, la déesse de l'agriculture. Et lorsque l'on s'approche de la table, on reconnaît différents dieux, par exemple Flore, la déesse du printemps. Nous avons également Neptune avec son animal marin de compagnie, Mercure, le messager des dieux,
ou encore évidemment Jupiter qui est couronné et Junon, son épouse. Et les époux qui sont ici représentés ne sont autres que la nymphe Thétis et le héros Pélée, qui est représenté à côté de Diane, la déesse de la chasse, représentée avec son chien et avec son carquois caché sous ses pieds. Et donc si on sait que nous sommes face à Thétis et Pélée, c'est parce que nous avons une figure qui est cachée à l'arrière-plan, qui pendant très longtemps n'a pas été identifiée. Lorsqu'on s'approche, on voit assez bien qu'on est face à une vieille femme, les seins pendants, la chevelure faite de serpents, et qui correspond tout à fait à la description que fait Virgile dans l'Énéide de la déesse de la discorde Eris. Et cette déesse de la discorde est très en colère puisqu'elle a été oubliée. Elle n'a pas été invitée au banquet et du coup elle s'approche de l'assemblée avec dans la main une pomme d'or, la fameuse pomme d'or sur laquelle il est gravé « à la plus belle », et bientôt elle jettera cette pomme d'or sur la table et ce sera le début de la guerre de Troie. Et c'est assez remarquable parce que finalement, dans cette scène où l'harmonie semble régner, l'entente est parfaite entre les dieux, finalement, le drame n'est pas très loin. Et la guerre de Troie va commencer juste après cet épisode. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça montre à quel point le duo Bruegel et Van Balen se plaît aussi à représenter une peinture finalement un peu savante. Tous les deux étaient chacun ce qu'on appelle des pictors doctus. Vous savez, ces peintres érudits qui maîtrisaient chacun plusieurs langues, qui possédaient dans leur bibliothèque des traités d'architecture, de botanique, de médecine, et qui se documentaient énormément avant de travailler. Et c'est le cas ici, puisqu'on a des références à des textes anciens très précis. Jan Bruegel l'Ancien et Hendrik Van Balen vont aussi se spécialiser dans un type de peinture assez étonnant. Ce sont les guirlandes et les couronnes de fleurs agrémentées de médaillons représentant la Vierge à l'Enfant ou encore des scènes mythologiques. Avant cela, Jan Bruegel l'Ancien est considéré comme un grand spécialiste de la peinture de fleurs. Alors ce n'est pas l'inventeur, hein. On sait que son oncle, par exemple, Poels Cook van Halst, était un grand maître de la représentation des fleurs. Donc c'est pas Jan Bruegel qui l'invente, mais en tout cas, sous son influence, le sujet des fleurs va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Il suffit de voir ce grand bouquet de fleurs pour voir à quel point Jan Bruegel l'Ancien excelle justement dans la représentation de ces fleurs. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'il les peint sans doute directement d'après nature. On n'a pas de dessin préparatoire qui montre des fleurs. Pourtant, je vous l'ai dit, on a conservé des centaines de feuilles de Jan Bruegel l'Ancien, mais aucune ne montrant des fleurs. L'autre fait remarquable, c'est que souvent, il peint forcément d'après nature directement sur la planche de bois ou le cuivre, et il peint aussi très probablement en fonction de l'éclosion des espèces, c'est-à-dire qu'il va réunir dans un seul et même bouquet des espèces qui n'éclosent pas à la même saison. Et donc ça nous démontre qu'il devait sans doute attendre parfois plusieurs mois pour avoir la possibilité de peindre d'après nature chaque spécimen. Lorsqu'on s'approche de ce tableau, on se rend compte aussi que nous sommes ici face à une œuvre sans doute de jeunesse. Alors on a un examen dendrochronologique qui nous permet de dater assez précisément le tableau des années 1604. Et vous voyez ici notamment dans les nombreux repentirs que l'on retrouve ici ou sur d'autres fleurs, que Jan Bruegel a changé d'avis. C'est-à-dire qu'il a déplacé certaines pétales pour essayer de trouver le meilleur agencement possible. Et là, ça fait écho justement à la correspondance qu'il pouvait avoir avec son grand mécène, vous savez, Federico Borromeo, qui souvent lui envoyait des lettres de relance parce qu'il n'arrivait pas à obtenir les tableaux qu'il avait commandés. Et très souvent, Jan Bruegel lui répondait qu'il était submergé par le travail et que surtout, il n'était pas satisfait. Donc ce tableau montre sa manière de travailler. Puis vous voyez, sur l'entablement, vous avez aussi des pierres précieuses qui font écho à une autre parole de Federico Borromeo qui comparait les bouquets de fleurs de Bruegel à des joyaux. Et ici, il en a réalisé directement quelques-uns qui se sont échappés du vase.
Lorsqu'il travaille avec Hendrik van Balen, Jan Bruegel va réaliser des couronnes ou des guirlandes de fleurs. Ici, nous sommes face à sans doute l'un des tableaux aussi les plus intéressants en termes de duo avec Van Balen, puisque vous voyez que Van Balen a été au-delà du médaillon central en installant des poutis, des nymphes à l'extérieur du médaillon. Alors, lorsqu'on décrypte un petit peu le tableau, déjà on n'est pas face à une couronne de fleurs à proprement parler, mais plutôt à une guirlande en forme de U, qui nous fait penser beaucoup au sarcophage antique. Vous savez, au bas-relief qu'il y a sur les sarcophages antiques. Ensuite, nous avons Jupiter et Junon qui président à cette scène tout en haut du tableau. Et vous voyez qu'ils sont en train d'offrir à la Terre cette guirlande faite de fruits et de légumes qui finalement viennent nourrir la Terre, et les nymphes qui sont en bas du tableau viennent abonder d'autres fruits, d'autres légumes, cette même guirlande. Et alors là, quand je vous parlais de peintre Pictor Doctus, là aussi ça prend tout son sens lorsque l'on lit ce tableau, puisqu'en fait c'est une ode au cycle de la vie et au rythme des saisons. Vous avez déjà à l'extérieur 12 poutis qui font chacun écho aux 12 mois de l'année. Et lorsque l'on rentre dans le médaillon et que l'on décrypte la scène, absolument tout a un sens. Donc c'est Cybèle, la déesse de la terre et la déesse de tous les dieux, qui est couronnée par les 4 saisons, personnifiées par des dieux, là aussi. Saturne qui représente l'hiver, Flore qui représente le printemps, Cérès qui représente l'été, et Bacchus qui représente l'automne. Et non seulement ils représentent des dieux, ces personnages, mais ils représentent aussi les 4 âges de la vie. Ensuite, si vous vous approchez, vous découvrez que Jan Bruegel a ajouté les 12 signes du zodiaque sur les ailes des poutis, ou encore ils tiennent aussi des attributs qui représentent les signes du zodiaque. Donc là vous avez le bélier par exemple, ici la balance, vous avez sur la faucille la Vierge. Ils sont réunis par 3 signes du zodiaque qui correspondent chacun à une saison. Donc c'est extrêmement érudit. Et puis alors quand on ressort de ce médaillon, on arrive aussi à identifier dans la guirlande de fleurs des animaux qui font chacun écho aux 5 sens ou encore aux éléments. Comme par exemple, ça c'est un motif de prédilection d'Jan Bruegel l'Ancien, c'est un peu sa signature, c'est ce couple de cochons d'Inde en train de manger des petits pois que l'on retrouve à plusieurs endroits. Et bien ce couple de cochons d'Inde, alors il faut s'imaginer qu'à l'époque le cochon d'Inde c'était un animal très exotique qui venait d'Amérique du Sud et que sans doute Jan Bruegel a vu dans la ménagerie des archiducs Albert et Isabelle qui font partie de ces grands mécènes qui vont faire travailler Jan Bruegel l'Ancien et qui avaient à Bruxelles une ménagerie avec des animaux exotiques comme sans doute des cochons d'Inde. Les cochons d'Inde sont aussi le symbole de l'odorat parce qu'ils avaient un très bon odorat. Vous avez ce chevreuil qui va être le symbole de la vigilance et donc de l'ouïe. L'écureuil qui, par la dextérité qu'il possède quand il décortique les noix, symbolise le toucher. Le singe qui représente le goût, ou encore les oiseaux qui représentent la vue. Donc, au-delà de la représentation absolument très détaillée de chaque motif, on a identifié pas moins de 89 végétaux différents que Jan Bruegel a pu réaliser, aussi bien des artichauts, des poires, des concombres, des raisins, des citrons. Enfin, vraiment, il a représenté un panel absolument gigantesque de fruits et de légumes. Il peuple ces fruits et ces légumes de tout un tas de motifs comme des animaux, par exemple, qui vont faire sa renommée. Au-delà du duo que Jan Bruegel l'Ancien forme avec Hendrik van Balen, il pouvait également s'adjoindre les compétences d'autres artistes, comme c'est le cas avec ce tableau qui a été réalisé avec Jos de Montpeur, qui est un artiste paysagiste. Alors là, vous allez me dire, mais il y a 2 peintres paysagistes dans l'équation. Eh bien oui, ici Jos de Montpeur, qui est spécialiste des paysages montagneux et rocheux, va réaliser le décor justement de grotte de ce tableau, tandis que Jan Bruegel l'Ancien, lui, va se contenter de réaliser la nature morte et les animaux.
Et Hendrik van Balen représentera les personnages. Donc de ce tableau qui représente Ulysse et la nymphe Calypso. Vous savez, dans la mythologie grecque, Ulysse va s'échouer sur l'île de la nymphe Calypso et y rester pas moins de 7 ans. Ils vont vivre une histoire d'amour intense au point que Calypso ne voudra pas laisser repartir Ulysse. Et c'est Zeus qui va finalement faire entendre raison à la nymphe en lui disant qu'il faut absolument qu'Ulysse reparte continuer ses aventures parce que son Odyssée est loin d'être terminée et que sa femme Pénélope aussi l'attend désespérément. Et donc la veille du grand départ d'Ulysse, Calypso organise un grand banquet pour essayer de le convaincre de rester avec elle. Elle lui offre notamment l'ambroisie, ce nectar qui lui aurait permis d'être immortel. Mais Ulysse va préférer retourner auprès de son épouse Pénélope. Et c'est comme ça que l'histoire d'amour entre Ulysse et Calypso va s'arrêter. Et donc vous voyez ici que ce tableau il illustre plutôt bien le principe de collaboration poussé à l'extrême puisque nous avons pas moins de 3 mains différentes pour la représentation de ce tableau et aucun des 3 n'a signé. Ça c'est intéressant aussi parce qu'aucun des 3 ne s'identifie plus comme étant le réalisateur principal de ce tableau. À la mort de Jan Bruegel l'Ancien en 1625, son fils Jan Bruegel le Jeune va reprendre les rênes de l'atelier. Et il va continuer le travail avec Hendrik van Balen. D'ailleurs, il est parfois difficile d'attribuer avec certitude la réalisation du paysage ou de la nature morte à Jan Bruegel le Jeune ou Jan Bruegel l'Ancien, tant leur style va être proche. Jan Bruegel le Jeune va reprendre tous les motifs de son père et il va vraiment travailler exactement dans la même veine. Ici, la Vierge à l'enfant se repose auprès de Saint Jean-Baptiste qui est reconnaissable à sa peau de bête et à son mouton. Donc Hendrik van Balen, là encore, réalise les personnages, tandis que Bruegel le Jeune, cette fois-ci, réalise le paysage et la nature morte. Hendrik van Balen, lui aussi, aura un fils qui s'appelle Jan van Balen et qui a peut-être encore un peu moins intéressé les historiens de l'art que Hendrik van Balen. Donc rien n'a été fait autour de la figure de Jan van Balen, si bien qu'on a voulu utiliser le prétexte de cette exposition pour mettre en valeur 2 tableaux nouvellement attribués à Jan van Balen, donc le fils d'Hendrik van Balen. Il a longtemps été considéré comme un mauvais imitateur de son père et le travail de Bert Schreperts, qui est un historien de l'art qui a élaboré le premier catalogue raisonné que vous pourrez retrouver dans le catalogue de l'exposition, donc de 32 œuvres de Jan van Balen, nous démontre qu'au contraire, c'est un artiste qui a son propre style et qui d'ailleurs n'est pas sans nous faire rappeler le plus célèbre élève de Hendrik van Balen, qui est Anton van Dyck. Ici, cette Vierge à l'enfant avec Sainte Catherine d'Alexandrie a longtemps été attribuée d'ailleurs à un suiveur de Van Dyck avant que Bert Schreperts ne trouve pas la signature, mais en tout cas le style de Jan van Balen. Donc on reconnaît Sainte Catherine d'Alexandrie qui est parée de ses symboles de princesse. Vous retrouvez les riches brocarts ou encore sa coiffure parée de perles, qui avait refusé les avances de l'empereur Maximien, qui va la condamner à être écartelée grâce à 4 roues. Elle va être sauvée de ce premier martyr, mais elle continuera à dire qu'elle est la fiancée mystique du Christ et elle finira décapitée. Donc ici, ce n'est pas un épisode justement du mariage mystique de Sainte Catherine, puisque le Christ n'est pas en train de lui passer l'anneau, c'est uniquement une Vierge à l'enfant avec Sainte Catherine d'Alexandrie, et qui nous montre surtout à quel point Jan van Balen est un très bon peintre, qui n'est pas juste un simple imitateur de son père et qui, je l'espère, donnera peut-être lieu à de nouvelles expositions autour de sa personne.
Il faut s'imaginer qu'à l'époque d'Hendrik van Balen et de Jan Bruegel l'Ancien, les deux peintres avaient une notoriété totalement identique. Hendrik van Balen était tout aussi célèbre que Jan Bruegel l'Ancien, et finalement, si aujourd'hui il est complètement oublié, c'est peut-être parce qu'il a eu le malheur, comme beaucoup d'autres artistes anversois de cette époque, d'être né en même temps que Pierre-Paul Rubens. Et finalement, on l'a bien vu, Hendrik van Balen, il va embrasser avec beaucoup moins de fougue le mouvement baroque. Il va continuer de travailler dans un style beaucoup plus sage, beaucoup plus italianisant aussi. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il va être moins étudié et qu'il va être passé aux oubliettes très rapidement après sa mort. L'exposition Bruegel et Van Balen, artistes et complices, est visible jusqu'au 28 septembre prochain au musée départemental de Flandre à Cassel. Et donc nous avons mis en place toute une programmation très riche que vous pourrez retrouver sur le site internet du musée. Je pense notamment à un partenariat que nous avons tissé avec Eugène Aubrecht, qui est le chef étoilé du restaurant Au Bonheur de la Table, qui est à 50 mètres du musée, et qui s'est pris au jeu puisqu'il a inventé 5 recettes à partir de 5 tableaux qui sont visibles dans l'exposition. Et donc vous pourrez retrouver ces 5 recettes sur les réseaux sociaux du musée, le compte Facebook et le compte Instagram.